Nous sommes allés à la rencontre de Julien Teil, un jeune journaliste indépendant qui a assisté à la chute de Tripoli lors de la guerre en Libye en 2011. Il est l'auteur de 2 reportages complètement occultés par les médias, à l'exception de notre partenaire Russia Today, dans lesquels il démontrait la fabrication de faux crimes imputés à Kadhafi qui ont permis d'obtenir l'accord de l'ONU pour une intervention militaire. Cette intervention, avalisée sur la base des allégations mensongères de personnalités libyennes qui sont toutes membres de la Ligue des droits de l'homme libyenne et qui s'était placé aux côtés de l'OTAN, leur permet aujourd'hui d'occuper des postes clés dans le nouveau pouvoir. Julien Teil, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous avez vécu la chute de Tripoli lors de la guerre de Libye en 2011. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de 2 courts-métrages, l'un s'intitulant « La guerre humanitaire en Libye, il n'y a pas de preuves », dans lequel vous prétendez que les motifs ayant justement permis l'obtention par l'ONU d'intervenir sont en fait des allégations mensongères, notamment concernant l'attaque par l'aviation libyenne sur les civils et les pseudo 6000 morts de Benghazi. Le second s'intitule « Les mercenaires de Kadhafi et la division de l'Afrique », dans lequel vous avez une position intéressante sur le boba, on va dire, de cette armée de mercenaires livrée à elle-même pour réprimer les manifestations, et au contraire, le caractère sous-jacent d'une remodélisation de l'Afrique dans une géostratégie américanisée, en tout cas, enfin otanisée. Aujourd'hui, pourriez-vous nous repréciser justement le cadre de votre enquête à ce sujet et nous faire un petit peu le point sur ce qui se passe et où vous en êtes, on va dire, dans votre enquête? Alors, concernant donc, les allégations qui ont été proférées à l'encontre du régime de la Jamaïria libyenne à l'époque, c'est-à-dire dès février 2011, la plupart de ces allégations étaient soit mensongères, soit infondées, soit non documentées, ce qui est le plus important, puisque normalement le rôle de l'ONU n'est absolument pas d'intervenir ni de s'ingérer dans les affaires intérieures des États sur de fausses allégations, mais au contraire d'enquêter. C'est son premier rôle, ce qui n'a absolument pas été fait à cette époque. Moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est simplement obtenir des entretiens avec les personnes qui avaient proféré ces allégations, aussi bien dans les médias qu'auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et les personnes ont reconnu que soit ces allégations, il n'y avait aucune preuve pour les soutenir, donc qu'elles n'avaient aucun sens, soit que ces allégations étaient tout simplement fausses, voire de la propagande médiatique, pour reprendre les propos de la présidente d'Amnesty International France, alors qu'elle parlait de ses propres propos délivrés quelques mois auparavant sur France 24. Donc suite à ça, lorsque je suis rentré de Libye avec tous ces documents, tous ces éléments, j'ai essayé d'avertir la presse française du mensonge de cette guerre humanitaire. Donc toutes les vidéos qu'on peut voir de moi de cette époque ont été transmises une par une à la presse française, que ce soit les médias traditionnels papier, les chaînes de télévision et les radios. On ne m'a jamais répondu. On n'a jamais voulu diffuser ces informations. On n'a jamais rien fait pour, parce que tous les médias, sans exception en France, vraiment sans exception, ont été soit pour la guerre, soit ni pour l'un ni pour l'autre. Donc n'ont jamais pris officiellement position contre la guerre, une guerre qui, je le précise, a quand même tué des dizaines de milliers de Libyens, et aujourd'hui laisse l'Afrique dans un chaos assez incroyable. Et donc ces documents n'intéressaient pas les médias, on ne voulait pas les médiatiser. Et la seule chaîne de télévision qui a voulu m'interviewer et faire un petit document là-dessus est Russia Today. Donc c'est à l'étranger seulement, malheureusement, que l'information d'un journaliste français indépendant semble prendre prise. Vous voulez dire que vous êtes le seul journaliste aujourd'hui français qui ayez véritablement cherché à vérifier les allégations prétendues à l'époque, alors que tous les autres, enfin tous vos collègues, n'avaient qu'un seul son de cloche et ne cherchaient nullement à vérifier les sources? Ça dépend de ce qu'on appelle journaliste. Moi, je ne me considère pas vraiment comme journaliste. Je suis plutôt un enquêteur de terrain et quelqu'un qui essaye de recouper des informations. À ce titre-là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le même travail que moi, notamment Michel Colomb, qui était un des premiers aussi à avoir pointé du doigt cette histoire de 6000 morts en disant que c'était quand même assez étrange. Aussi le professeur Jean Bricmont, Alain Soral, un certain nombre de personnalités ont émis des doutes sur ces allégations. Mais effectivement, dans ce qu'on appelle la presse en France, la presse institutionnelle enregistrée, il n'y a personne qui n'a fait part de doute. Il n'y a personne qui a diffusé les informations que j'ai rapportées. Est-ce qu'on pourrait carrément appeler ce traitement de l'information de la désinformation ou de la propagande, d'après vous? C'est un mélange des deux, puisque en fait, la propagande et la désinformation, c'est avant tout de la censure. Et la censure, c'est avant tout de l'autocensure.
Parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse être censuré par telle ou telle puissance, par telle ou telle force politique, par tel ou tel lobby. C'est parce qu'on s'auto-censure et qu'on a peur de ce qui se passera si on ne se soumet pas à cette censure. Donc, j'appellerais plutôt ça de la censure. De la propagande, il y en a certainement eu, puisque à partir du moment où on se censure, on est obligé de contrebalancer par une certaine propagande, puisqu'il faut alimenter sa position. Et l'OTAN et les chaînes qui représentaient les États occidentaux ont alimenté quotidiennement pendant cette guerre les Français et les journalistes d'informations soit invérifiables, soit tout simplement mensongères. Et il y avait quand même des correspondants sur place, de la presse française, de la presse anglaise, enfin de grands médias européens. Ils n'ont pas pu vérifier par eux-mêmes, ils étaient interdits de se déplacer, il y avait une impossibilité de remonter aux sources. Le seul travail que faisaient les médias, en tout cas moi du côté où j'étais, parce que j'étais pas du côté des rebelles, j'étais pas à Benghazi, j'étais à Tripoli. Donc à Tripoli, il y avait très peu de médias qui étaient autorisés à venir, mais il y en avait quand même une multitude, et ils représentaient chacun les plus grandes chaînes de télévision du monde. Leur travail consistait surtout à faire un état des lieux de l'avancement des rebelles, mais en fait de l'OTAN sur le terrain, et donc de favoriser en fait l'idée que la victoire est là. Dans les faits, c'était évidemment bien plus compliqué que ça, mais ils ne s'intéressaient absolument pas au sort des Libyens, puisque pour eux, le sort des Libyens se résumait à la question de savoir si Kadhafi allait les assassiner ou non. Alors qu'en fait, les plus grands assassins des Libyens ont été l'OTAN. Alors, cette intervention de l'OTAN, dont la France a été le bras armé d'une certaine manière, a reposé sur des déclarations relayées par des membres, je crois, de la Ligue des droits de l'homme libyen à l'époque. Qui aujourd'hui sont des personnalités qui occupent des postes de pouvoir dans le gouvernement de Libye. Est-ce qu'il y a, d'après vous, on peut retrouver aussi, on va dire, ce genre de procédé, on l'a déjà retrouvé d'ailleurs dans le passé, que ce soit en Yougoslavie, avec de prétendus massacres rapportés mais jamais démontrés, la même chose en Irak, la même chose justement en Afghanistan, enfin il y avait le 11 novembre, donc il y avait une autre raison plus impérieuse. Récemment, je crois que c'est à peu près le même procédé qui opère concernant la Syrie. On a aussi ce fameux Ligue des droits de l'homme basé à Londres, qui est la seule source officiellement médiatique d'information pour relayer les pseudo-massacres de l'armée et du gouvernement de M. Bachar el-Assad. Et on a l'impression que le même procédé opère au Mali, opère éventuellement demain peut-être pour la Centrafrique. Est-ce que vous avez vu vous-même une espèce de lien Alors oui, effectivement, la National Endowment for Democracy, donc, qui est une agence états-unienne créée en 1982 par Ronald Reagan, est une agence qui, depuis cette époque-là, soutient des opposants politiques dans les pays dans lesquels les États-Unis ont des visées, visiblement des ambitions. Des visées et des ambitions. Or, la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, travaille avec la NED depuis au moins l'époque des guerres en Afrique centrale, sachant que le premier déclic, à mon avis, est l'affaire rwandaise. Puisque dans l'affaire rwandaise, il y a eu une énorme propagande contre le rôle de la France au Rwanda. Il y a eu également une propagande pro-américaine, dans le sens où elle était pro-Tutsi et pro-Kagame. Et cette propagande-là, elle était également distillée à l'époque par la Fédération internationale des droits de l'homme et ses partenaires. Donc en l'occurrence, c'était Human Rights Watch et d'autres organisations américaines, dont la NED. Donc effectivement, on reproduit toujours ce schéma de faire croire à l'opinion publique française et internationale qu'il y a des opposants politiques qui seraient massacrés, opprimés, qui n'auraient pas le droit de s'exprimer dans un pays, ce qui est parfois vrai, il ne faut pas non plus caricaturer, mais ces personnes-là n'ont pas besoin du soutien des étrangers, et je veux dire, les États sont souverains, les Nations Unies sont fondées, et sa charte sont fondées sur l'idée que chaque État a le droit de déterminer son propre destin, comme il en va de même pour les peuples, et donc pourquoi la France, les États-Unis ou d'autres pays auraient le droit d'intervenir dans la vie politique, dans la vie sociale d'un peuple qui ne lui a en général rien demandé? C'est la question que je pose à travers mes écrits et à travers mes travaux. Et cette question, effectivement, revient très souvent. Elle a déjà été posée à l'époque de la Serbie, de la Bosnie. On peut effectivement parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler même de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Tchétchénie, on peut parler de ce qui se passe également dans la province du Xinjiang en Chine. On peut en parler à plein d'égards. En fait, le problème de ces organisations de droits de l'homme, c'est qu'elles n'ont aucune responsabilité à prendre. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent, elles ne seront jamais jugées. Et pourtant, comme on le voit là dans le cas libyen, la personne qui était responsable de la Fédération internationale des droits de l'homme, de sa branche libyenne à Berlin, M. Ali Zaïdan, est aujourd'hui le Premier ministre de la Libye. Donc c'est quand même assez surprenant. C'est également ce monsieur qui nous expliquait, il y a de ça 2 ans maintenant,
bientôt 3 ans d'ailleurs, qu'il y avait eu 6000 morts à Benghazi et à Tripoli. Et que c'était donc une des justifications pour intervenir. Et tout ça, en fait, c'est un système de manipulation tout à fait malhonnête qui consiste à faire croire à l'opinion publique que les ONG seraient forcément merveilleuses et diraient forcément la vérité parce qu'elles seraient une société civile. Mais le concept de société civile est également très discutable. Quand on lit Hegel, ce n'est absolument pas ça. Là, ce n'est pas une société civile à quoi nous avons affaire, mais à tout simplement des opposants politiques. Oui, donc vous avez abordé deux sujets. En fait, vous avez abordé à la fois le droit d'ingérence à sens unique, puisqu'en fait, ce sont toujours les pays les plus puissants d'Occident qui s'ingèrent dans les affaires du quotidien au nom des droits de l'homme. Donc vous le disiez, sauver son prochain. Par contre, est-ce qu'elles accepteraient éventuellement en échange que ces pays leur demandent des comptes aujourd'hui, ou en tout cas, vous l'avez dit sur la Libye, en tout cas, de savoir qui était responsable de ces fameux, voilà, en tout cas de tous ces morts. Il y a aussi une seconde chose, c'est la légalité, ou en tout cas la légitimité de ces fameuses ONG qui représentent qui en réalité et à quoi servent-elles, ne sont-elles pas dévoyées selon le droit international et ont-elles encore une justification après tous ces échecs, on va dire. En ce qui concerne les ONG, bon, on ne peut pas faire de généralité, mais il y a quand même une réalité qu'on constate, c'est que toutes les ONG dont nous parlons aujourd'hui reçoivent des fonds de gouvernements étrangers, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, etc., etc., et toujours d'États occidentaux. Donc déjà, ça c'est un premier point, ce ne sont pas des ONG, puisque une ONG ne doit pas recevoir l'argent d'un gouvernement. Deuxièmement, ces ONG ont des entrées aux Nations Unies, alors qu'elles ne respectent pas justement cette charte qui est celle des Nations Unies, mais en plus de ça, elles ne respectent pas le fait que pour avoir un statut spécial auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il est absolument interdit de recevoir de l'argent de gouvernements étrangers. Donc quand on voit des organisations comme Amnesty International pouvoir s'exprimer quotidiennement sur des affaires diverses et variées, qui n'ont parfois même aucun rapport avec leur mandat, et dire des choses et pouvoir s'exprimer à l'ONU alors qu'elles ne respectent pas certains engagements qu'elles devraient prendre, qu'elles ont prises, eh bien c'est assez surprenant. Donc le rôle des ONG est en rapport avec ceux qui les financent. Et ceux qui les financent, nous savons très bien qui c'est. Les États-Unis, la France, l'Union européenne. Peut-être pas toujours directement, mais à travers des fondations ou à travers des paravents. Alors ça peut être à travers des fondations, mais c'est très souvent très directement avec l'ANED, qui est un organisme d'État dont le budget est voté par le Congrès américain. Donc c'est totalement transparent que c'est le gouvernement qui les finance. La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, reçoit de l'argent de l'ANED également. Donc ce sont ouvertement des bras armés du soft power américain. Et ce soft power-là, il n'est que soft dans la communication. Au final, il c'est la guerre. justifie l'invasion et voilà. La guerre. Alors, d'où vient le problème? Est-ce que c'est cette notion toujours de messianisme, d'être dans le camp du bien, et donc de justifier de pseudo-révolution qui apporterait toujours un progrès démocratique ou un progrès de confort matériel Oui, je pense qu'en fait cela a à voir avec l'exportation du modèle civilisationnel et même culturel états-unien. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le soft power, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on doit faire croire aux Iraniens, aux Syriens, à tout un tas de nationaux que la vie en fait qu'ils ont au quotidien n'est pas à la hauteur de celle que nous vivons en Occident. Alors que si on doit faire un constat sérieux, on voit bien aujourd'hui que la situation en Occident n'est pas aussi fabuleuse qu'on essaierait de nous faire croire. Il y a une crise morale et une crise économique. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est assez discutable. Ensuite, oui, peut-être un peu de messianisme, et notamment en France, puisqu'il y a tout le temps cette idéologie des droits de l'homme qui revient, qui serait quelque chose d'absolument fabuleux. Moi, je n'en suis absolument pas convaincu. Il suffit de reprendre les discours de Jules Ferry à l'époque qui nous expliquait qu'il fallait aller civilisationner les races inférieures, etc. Ce sont des discours très racialistes, très régressifs, très paternalistes, et aujourd'hui, l'époque coloniale est terminée. Donc aujourd'hui, on est dans une époque où l'équilibre géopolitique s'installe et que désormais, il va falloir composer avec ça. Et ce que refusent les États-Unis, c'est de composer avec cette réalité, préférant à tout prix essayer d'influencer sur l'opinion publique dans tout un tas d'États. Comme dans de nombreux conflits de l'histoire contemporaine menés en Europe ou au Moyen-Orient, on retrouve les mêmes procédés visant à justifier des opérations militaires au motif d'un droit d'ingérence pour raisons humanitaires, qui visent au final à reconfigurer des continents en fonction d'intérêts géostratégiques occidentaux. Justement à Tripoli, lors des bombardements, vous étiez présent aussi lors d'une déclaration de la part du responsable des services secrets libyens, M. Senoucid. Vous avez filmé sa déclaration concernant le financement
de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce moment? Alors en fait, le 21 août 2011, donc ça s'est passé, Tripoli était attaqué, était vraiment sous les feux. Donc la plupart des hauts dignitaires du régime sont venus se réfugier à l'hôtel Rixos où j'étais. Et quelques heures après ça, Abdallah El-Sennoussi a donné une conférence de presse totalement improvisée, dans laquelle il a commencé par nous expliquer pendant 10 minutes quel était le rôle d'Al-Qaïda en Libye. Puis ensuite, il a voulu ajouter des choses à propos de Nicolas Sarkozy. Alors ce qu'il dit, il affirme que Nicolas Sarkozy aurait reçu des fonds de la part du gouvernement libyen pour sa campagne électorale de 2007. Alors oui, ça a déjà été dit par Saïf al-Islam, certes, mais il apporte un élément supplémentaire, c'est-à-dire qu'il se déclare comme étant impliqué dans cette négociation par rapport à l'affaire de l'UTA. L'affaire de l'UTA, c'est un attentat contre un avion de ligne qui s'est déroulé le 19 septembre 1989 et dont la Libye a été accusée, puis reconnue 10 ans plus tard coupable par la justice française. Dans le cadre de cette condamnation, Abdallah El-Sennoussi a été condamné à la perpétuité par contumace. Or, il n'a jamais voulu se rendre, il n'a jamais voulu venir au tribunal, et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, selon ce qu'il dit, il aurait été question de blanchir Sennoussi contre le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je voudrais également dire que cela confirme certains documents mis en ligne par Mediapart qui faisaient état notamment du fait que Thierry Herzog se serait rendu en Libye autour de cette négociation. Un avocat français? Un avocat français. Cela dit, on ne sait pas ce qu'il en est pour le moment. Nous travaillons là-dessus, nous essayons de comprendre ce qu'il en est. Mais ce que dit Sennoussi, en substance, est tout à fait entendable, est tout à fait logique et tout à fait possible. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est juste. Vous êtes très impliqué dans cette lutte contre les ingérences occidentales en général, justement. Vous êtes à l'origine, je crois, d'une initiative cherchant à fédérer des volontés allant dans le même sens que vous. Alors effectivement, j'ai créé le centre, j'ai aidé à la création du Centre pour l'étude de l'ingérence, donc le Center for the Study of Interventionism, qui est une ONG donc basée à Londres. Et le but de cette ONG est de produire une étude critique sur la philosophie et la pratique de l'ingérence politique. Donc nous sommes déjà intervenus plusieurs fois aux Nations Unies à Genève pour faire état d'un certain nombre d'ingérences de la part de médias, etc. Nous réalisons également des rapports et des documents. Le but étant de revenir en fait à la base, c'est-à-dire que la base c'est la Charte des Nations Unies. Et certes les Nations Unies n'ont pas toujours prouvé leur efficacité, mais la souveraineté des nations est la base de la bonne entente des peuples. La souveraineté est la base de la liberté, car il n'y a pas de peuple libre sans peuple souverain. Et cette notion de souveraineté est aujourd'hui complètement effacée de l'histoire, notamment en France, où on essaie de faire passer toutes les personnes qui ont une petite sensibilité patriote ou souverainiste pour de terribles fascistes. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est quelque chose d'inacceptable car si un jour il y a une paix mondiale, elle ne pourra se fonder que sur la souveraineté des nations. Mais vous allez à l'encontre de ce projet de mondialisation qui veut un monde sans frontières, sans identité, sans différence, pour espérer, soi-disant, qu'il n'y ait plus de conflit. Donc c'est un combat quasi idéologique, là, en fait, que l'on rencontre aujourd'hui. Effectivement, alors il n'est pas seulement idéologique, je dirais qu'il est religieux. Car pour adhérer au combat mondialiste, qui est différent de la mondialisation, il faut croire que l'unification des différences dans un melting pot mondial, comme le dit le professeur Pierre Hillard, serait quelque chose de parfait, mais il faut y croire parce que dans les faits on voit que ce n'est pas le cas. Donc c'est uniquement par l'abreuvage d'une religion mondialiste quotidienne qu'on nous déballe dans les médias, qu'on nous déballe même dans les publicités partout, que on peut véritablement soutenir cette thèse et cette religion. Il n'y a rien de sérieux là-dedans à mon avis. Témoin et observateur privilégié de notre époque, Julien Taille prévoit la réalisation d'un nouveau documentaire intitulé Apocalypse France, dont nous vous présentons un extrait. Ce film entend établir une continuité dans la façon dont les puissances leurrent les opinions publiques afin de mener leur guerre de conquête. Il dévoile également le rôle clé que jouent désormais certaines organisations dites humanitaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à sa réalisation en soutenant financièrement le projet. Toutes les informations vous seront fournies sur les sites qui s'inscrivent au bas de votre écran. Vous développez actuellement un projet de documentaire intitulé Apocalypse France. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors Apocalypse France est effectivement un film que je suis en train de préparer avec Paul-Éric Blanru. Donc c'est un film qui va traiter de la crise, mais pas seulement de la crise économique, mais également de la crise morale que traverse la France. Mais c'est aussi un film qui part d'un constat. Le constat est le suivant. Aujourd'hui, seulement 23% des Français font confiance aux médias et seulement aujourd'hui même un tiers d'entre eux s'informent sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un fossé qui se creuse entre les médias et la population française. Nous essayons en fait de combler ce fossé puisqu'il n'y a plus d'informations indépendantes. Plus personne ne produit de documentaires indépendants. Il y a certes des sources d'informations, tout un tas de sites internet comme Égalité Réconciliation, mondialisation.ca, des sites qui fournissent de l'information indépendante, mais il n'y a pas aujourd'hui d'enquête de terrain, d'enquête de fond. Donc Apocalypse France, Apocalypse étant le sens premier du mot révélation, est un film qui va également faire part d'un certain nombre de révélations, de scoops, un peu comme on voit dans ma vidéo avec Senoussi. Le but de ce projet est également de fédérer les Français qui sont déçus par les médias, les Français qui sont déçus par la manière dont la politique se fait depuis 30 ans. Nous avons besoin de leur soutien puisque ce projet en fait est un film avec un financement participatif, donc les gens peuvent nous soutenir sur le site kisskissbankbank.com ou sur apocalypsefrance.com. Nous avons vraiment besoin de leur soutien et ils peuvent déjà voir gratuitement notre première vidéo sur notre compte YouTube. Plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. هناك شيء آخر أريد أن أوضحه. أنا تربطني علاقة شخصية بالرئيس ساركوزي قبل أن يكون رئيسا للجمهورية. Something else I'd like to address to you is that I have a personal relationship with President Sarkozy even before he became a president of France. وأعلم أني أنا محاكم بتهمة غيابية في فرنسا ومعاقب في السجن المؤبد. He knows that when he had these contacts with me, he already knew that I was tried in absentia and sentenced in the famous case UTA. نعم. In the UTA case. وأنا اشتغلنا أنا وياه مع بعض وقدمت له مساعدات مباشرة باسم الحكومة الليبية عشان موضوع الانتخابات بتاعتنا. And although he knew this, he agreed to work with us Libyans, and we did indeed help him to become the president of France through funding his election campaign. وسبق وأن أحد المواقع نشر كل الوثائق المتعلقة بهذا.